Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Alors, nous devions faire un épisode spécial Halloween pour un petit peu fêter un peu les films d'horreur et compagnie. Et on devait faire ça avec des amis du podcast L'Antre de la Peur. Podcast très sympathique, on vous invite à aller écouter ce qu'ils font. Mais ça a été un petit peu repoussé, donc ça va être fait prochainement, puisque les calendriers font que. Donc on s'est dit on va faire notre propre petit épisode avec quand même pour l'occasion un petit film soi-disant d'horreur mais en même temps comédie, en même temps action, et au final il rate absolument toutes ses tentatives dans tous les genres, mais au moins il tente. Et c'était un choix donc d'Elodie qui est avec nous ce soir. Bonsoir Elodie, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, ça va très bien, moi je suis contente. C'est un petit film dans le thème. C'était plus ou moins douloureux, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa pour débuter cette période d'Halloween en tout cas. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'était toi qui choisis d'ailleurs, puisque nous sommes des gens généreux dans l'analogie, mais du coup c'était ton anniversaire, donc on s'est dit on va te donner les pleins pouvoirs pour ton anniversaire. Et donc tu as choisi l'ivresse du pouvoir t'a donné, on va dire le choix, et tu as donc choisi de faire Buffy, tueuse de vampires, à ne pas confondre avec le film, avec la série plutôt Buffy contre les vampires, qui a été sortie après le film. Et si tout le monde connaît la série et pas le film, ça n'est pas pour rien. Exactement. Et je pense que quelqu'un va être d'accord avec nous, c'est Erwan qui est également avec nous. Comment vas-tu, mon bon ? Bah écoute, ça va très bien. Il fait beau. Non, je rigole, on est en hiver, ça me casse les couilles déjà. Ouais, la météo est absolument éclatée au sol, il faut le dire. Non, mais effectivement, le petit choix d'Elodie était quand même bien sympathique et je peux comprendre, tu vois. Je me faisais la réflexion en matant le film, je me dis, quand on pense que Stargate a inspiré la série SG et compagnie, dont je suis grand fan, tu te dis, bon, il y avait des bases, elles étaient là, elles étaient sympas. Là, il y a des bases, elles sont là et on s'en fout. Mais voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce film. C'est un peu ça. Après, tu parles de Stargate. Le film Stargate n'était pas non plus incroyable, mais comparé au film dont on va parler aujourd'hui, effectivement, c'est Citizen Kane. Nous sommes ça peut être que mieux, en parfait accord. Du coup, pourquoi déjà, bon évidemment classique, comment oses-tu Elodie, bien sûr, mais pourquoi ce film déjà, et ensuite donne-nous un petit peu quelques petites informations, quelques petites anecdotes sur ce film. Elodie, nous sommes tout oui, dis-nous tout. Avec plaisir. En fait, vous avez peut-être deviné, je suis une fille qui a grandi dans les années 90, donc voilà, je suis forcément fan de Buffy. T'as plus de 30 ans, Elodie. Ah oui. On va devoir te lâcher, hein. C'était ton anniversaire là, donc ça y est, plus de 30 ans. Oui, j'en ai pris une de plus. Ouais. Mais voilà, du coup, je me suis intéressée à d'où venait cette série qui paraissait super originale. Et en fait, c'est pas la première. C'est ce film qui a, entre guillemets, ouvert le bal. Alors, son nom officiel, c'est Buffy, tueuse de vampires. En VO, c'est Buffy the Vampire Slayer. Mais si on y réfléchit bien, ça devrait s'appeler Bichette, la terreur des vampires. Alors non, c'est pas un canular, c'est tout à fait sérieux. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, donc c'est un film américain qui est écrit par Joss Whedon, donc qui est aussi le créateur de la série. Donc jusqu'ici, on est en terre inconnue. Il est réalisé par Fran Rebel-Kuzwick. Vous avez peut-être déjà vu son nom au générique de la série, parce que c'est une des productrices exécutives de la série. Et ce film est sorti en salle le 31 juillet 1992. On retrouve dans le rôle principal Kristy Swanson, qui a notamment joué dans La folle journée de Ferris Bueller, qui jouait Kowalski dans Hot Shots, où elle faisait aussi des apparitions dans la série Demain à la une, avec le chat qui ramenait le journal du lendemain. J'aimais bien cette série. On retrouve aussi le grand Donald Sutherland, qu'on va quand même présenter vite fait pour les deux du fond qui suivent pas. Les 12 salauds. Enfin, vraiment, si vous nous écoutez et que vous ne savez pas qui est Donald Sutherland, s'il vous plaît, mais arrêtez, lâchez votre téléphone, regardez des films avec Donald Sutherland, s'il vous plaît, c'est un grand acteur. Si vous êtes comme moi, vous dites-vous que c'est le vieux dans Hunger Games. Oui, c'est comme ça que je l'ai connu. Je reconnais. Ah mais bordel, il a fait l'invasion des profanateurs, s'il vous plaît, merde.
On retrouve aussi une tête connue de nanarologie, bizarrement, avec Rutger Hauer. Il était dans Blade Runner, dans Lady Hawk, et aussi dans Turbulence 3 Heavy Metal, que nous avons traité. Yes. Ouais. Et puis... Un bon bordel, celui-ci, il faut le dire. Oui. Un monument aussi. Et on retrouve aussi Paul Rubens, qu'on connaît mieux sur le nom de Pee Wee Herman. Alors personnellement, je n'ai jamais vu ce film, je ne le verrai jamais, ça ne m'intéresse pas. Je connais de réputation, j'ai pas envie. Ouais, voilà. Même si t'aimes le réalisateur, forcément, ça reste compliqué à s'enquiller, quoi, vraiment. J'imagine, oui. Enfin. C'est soit ça marche pas du tout hein, pour des gens, mais vraiment compliqué, quoi. Compliqué. J'imagine. Mais voilà, c'est un Tim Burton, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un des premiers films de Tim Burton. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et tout à fait. On retrouve aussi le beau Luke Perry, Dylan de Beverly Hills. Et il y a aussi pas mal d'acteurs qui sont devenus très connus aujourd'hui et qui font leurs premières armes, notamment Hilary Swank, Ben Affleck qui fait un petit coucou et David Arquette qui fait le meilleur ami de Dylan. Je vais l'appeler Dylan tout le long. Oui. On a aussi eu un petit cri, une réaction de ma part quand j'ai vu un acteur. Mais attends, mais lui, je connais sa gueule. C'est lui, c'est sûr, non? Et c'est Thomas Jane qui est également là, qui fait une courte apparition, mais j'ai bien reconnu la forme de visage, donc c'est en mode putain, mais lui aussi, il est là. Donc en vrai, en termes de casting, c'est marrant parce qu'en gros, toutes les apparitions, tous les petits guests sont devenus bien plus connus que les acteurs principaux. Ça, c'est beau, ça. Film. Ah, quelque part, c'est merveilleux. Mais oui, enfin, je veux dire, sans être méchant envers Christy Swanson, mais voilà, t'as Ben Affleck, Hilary Swank et Thomas Jane, c'est qui déjà Christy Swanson? C'est vrai en plus. Mais c'est vrai que c'est normal comme réaction. Quand on les voit, on dit mais c'est eux. Qu'est-ce qu'ils font là? Enfin voilà, fallait bien commencer, hein, on va dire. Pour la petite anecdote, il y a aussi Mick Jagger et David Bowie qui devaient jouer des vampires dans le film, hein. Mais en raison de coupes budgétaires et de problèmes d'emploi du temps, ça s'est finalement pas fait. Et on a envie de dire tant mieux, parce que j'aurais pas supporté de les voir se compromettre là-dedans. Ce qui me fait rire en plus, enfin vraiment, David Bowie, il est connu comme s'il y a un truc qu'il n'aime pas, il y va pas, quoi. Et du coup, s'il y serait allé, donc il a accepté de faire ce truc. Enfin, c'est vraiment bizarre. Ah mais voilà. Il y avait une anecdote, on est un peu dans le monde de la musique, mais j'en profite parce qu'on a peu d'occasion de parler de David Bowie. C'est vrai. Il y avait une proposition faite par le chanteur du groupe Coldplay, donc Chris Martin, qui avait proposé une chanson à David Bowie pour faire un duo avec. Et en fait, David Bowie avait répondu en disant c'est pas vraiment une très bonne chanson, n'est-ce pas? Et du coup, ça ne s'est jamais fait. Et tu vois, s'il avait lu le script, bon, il aurait fait une courte apparition, donc il avait probablement pas de script à lire, mais je pense que s'il avait lu le truc avant de venir, il aurait fait ça a pas l'air d'être un très bon film, c'est ça, et il serait pas venu, tu vois. Voilà, c'est donc pour ça m'aurait vraiment étonné de voir David Bowie dans ce film. À mon avis, il a dit non, j'ai problème d'emploi du temps, non. Finalement, non. Ouais. Non, j'ai autre chose à faire. Alors, bon, ce qui est étonnant aussi, c'est que ce film n'est pas vraiment un préquel à la série télé qu'on connaît tous. Les fans le considèrent plutôt comme un univers parallèle. Ceci dit, il y a quand même pas mal de points communs. Bon, on a le concept de base du film, qui est une parodie qui joue sur les clichés typiques du film d'horreur, hein, avec l'héroïne blonde, sexy, athlétique, qui se retrouve à être l'élu chargé de débarrasser la Terre des vampires. Alors là, j'ai pensé à vous parce que Merrick apparaît bien dans la série, hein. On dit bien que le premier observateur de Buffy se nommait Merrick, qui s'est fait tuer par un vampire, et on le voit dans un flashback de la saison 2, et devinez quoi, il est interprété par quelqu'un qu'on connaît dans Nanarologie. Il est interprété dans la série par Richard Reel, qui jouait le Père Noël des 3 Chiens Mousquetaires. Oh putain. Si. Celui qui était au centre commercial, bien sûr. Oui. Oui. La boucle est liée. Tout est lié dans ce film, c'est incroyable. Et puis oui, dans le film, elle habite Los Angeles et va au lycée Emory. Et même dans la série, on apprend au tout début de la série, quand elle emménage à Sunnydale, elle est reçue par le CPE. Et le CPE lit son dossier et il dit, voilà, vous venez de Los Angeles, vous étiez au lycée Emory et vous avez été renvoyé parce que vous avez mis le feu au gymnase dans la bataille
contre Lotos. Nous, on sait que c'est contre Lotos parce que dans le film, ça se passe. Mais ceci dit, c'est pas un lien direct parce qu'il y a pas mal de contradictions aussi avec la série télé. Notamment le personnage de Luc Perry. On va l'appeler Marcel parce qu'il s'appelle Marcel dans la VF. Il s'appelle Marcel, c'est terrible à dire, mais il s'appelle Marcel. Mais il s'appelle Pike dans la version originale, donc pas Spike, hein. Mais bon. Pike. Ouais. Même si presque pareil. C'est presque pareil à une lettre près. Mais bon, même si c'est un personnage majeur du film, il n'apparaît jamais dans la série télé. Il n'est même pas mentionné. Ceci dit, je les ai pas lus, mais il paraît qu'il réapparaît dans les comics plusieurs années après. Donc là encore, certaines connexions qui se font. Les vampires aussi sont différents. Hein. Si dans la série, ils ont un visage monstrueux, comme dans le film, par contre, ils peuvent pas prendre un visage humain pour tromper leur victime et ils tombent pas en poussière quand ils sont tués. Ce que j'ai trouvé très bizarre d'ailleurs dans le film. Parce que bon, quand elle avec ça, quand elle défouraille du vampire dans le cimetière, les flics le lendemain doivent débarquer dans le cimetière, disent c'est quoi tous ces corps par terre, très étrange. C'est pour ça le côté il s'effondre en poussière, c'était très bien trouvé. Ah oui, et puis aussi dans le film, les vampires ils peuvent voler ou léviter. Chose qu'ils font pas dans la série, et c'est peut-être pas plus mal parce que c'était un peu. Attends. Revenons sur ça. Il évite très lentement. Très lentement. et globalement, il y en a qu'un qui fait ça. Ah non, il y a. Il y en a deux aussi qui le fait. Ouais, non, ok, il y en a plusieurs qui le font, mais à chaque fois, c'est extrêmement lent, donc je sais même pas s'il faut le considérer comme une capacité à ce niveau-là. Hein. Ça a l'air tellement pas pratique. Enfin, si t'as mal aux jambes et que t'as pas envie de monter des marches, peut-être ça peut être un peu pratique à ce moment-là. Mais au quotidien, vraiment la vitesse à laquelle descend Rutger Hauer dans ces scènes-là, ouais, autant rester au sol que de faire ça. Hein, non, puis surtout qu'ils s'en servent très peu au final. Hein. Ah, vraiment, oui. Parce qu'ils avaient un budget câble et monte charge assez faible. Donc, monte charge, oui. Enfin bref. En tout cas, la plus grosse différence entre la série télé et le film, et ça a frappé tout le monde. Et je pense que les poils des fans qui s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir ont dû se hérisser. C'est la VF, hein, malgré le titre du film qui est pourtant Buffy tueuse de vampires. Le doublage français a choisi de traduire le nom de Buffy par Bichette. Elle n'est pas appelée la tueuse, mais la terreur. C'est bizarre. Et oui, les autres personnages qui changent de nom, Pike devient Marcel, Benny devient Benoît. Et ça, comme on l'a dit en intro, ça contribue au côté nanardesque du truc. Et je crois que c'est même le principal intérêt, parce que voilà quoi. Ouais, vraiment, ça va être rare, parce que d'habitude, non, c'est pas rare, on l'a déjà dit, mais là, vraiment, il faut que vous regardiez. S'il y a une seule version du film à regarder, c'est la version en française. Vraiment, là, la VF, elle apporte une saveur unique, et pas uniquement parce qu'on a des prénoms, on a Marcel, on a Benoît, on a Lotos, mais littéralement Bichette à la place de Buffy, ce qui ça est absolument, vraiment en fait le fait qu'il y ait eu aucun contrôle qualité sur les prénoms dans la VF me tue. Surtout que le film s'appelle Buffy. C'est sûr qu'ils s'en tapent les coups. Le film s'appelle Buffy. Oui. Le film s'appelle encore Buffy, tu vois. Non mais juste donc, ça c'est honteux, honnêtement. C'est vraiment. Puis les mecs se sont pas dit, on va prendre un nom qui passe, dans un sens, on va prendre Bichette. C'est un surnom, y a rien qui va. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Bref. La VF, ils en avaient rien à foutre. Il y en avait d'autres aussi qui en avaient un peu rien à foutre. Ce sont les studios. Je crois que c'est la Warner, je suis pas sûre, qui a pris le script original de Joss Whedon, qui l'a regardé, qui a dit. Ouais, c'est pas mal ton truc, ça va faire un bon film d'été pour ados, ça. Du coup, ils ont remanié le script de base. Le scénario a perdu son côté horrifique et plus ou moins sérieux pour se tourner vers la comédie potache avec des blagues vraiment radées pâquerettes, quoi. Et donc, la vision de Joss Whedon a été très vite dénaturée. Quand la réalisatrice a commencé à imposer sa vision du film qui était différente de la sienne, et la tension aussi est montée avec Donald Sutherland qui remaniait son personnage et ses dialogues à sa guise.
Joss Whedon a très vite quitté le projet en fait. Il les a laissés se débrouiller. Et comme c'est étonnant, c'est un échec commercial, bizarrement. Le budget était estimé à 7 millions de dollars. Il en rapportera aux USA un peu plus de 16 millions. Mais voilà, le film est passé à la postérité aujourd'hui parce qu'il est à l'origine du développement de la série culte. Joss Whedon a repris son script, il l'a retravaillé et du coup il a refait la série Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar et il a pu y retranscrire la vision la plus sombre qu'il avait au départ. Ceci dit, et ça c'est une petite anecdote, un petit fun fact que j'ai découvert cet après-midi, il a aussi gardé des idées qu'il avait mis dans son script original du film et qui n'apparaissent pas dans le film. Par exemple, dans la saison 1, l'épisode 2, je ne sais pas si vous êtes fan de la série, vous, de votre côté. Ouais. Alors, tu veux savoir honnêtement, je n'ai jamais vu Buffy contre les vampires. Bon, du coup, c'est pas plus mal, tu pourras nous dire ce que tu penses du film sans connaître. J'ai vu une fois, et j'ai regardé Angel aussi une fois, voilà pour ma part. Par contre, je pourrais pas me considérer comme un fan non plus, tu vois, c'est juste je les ai vus. Mm-hmm. Donc dans l'épisode 2 de la saison 1, donc vraiment au tout début, quand Buffy arrive à Sunnydale, là elle se bat, elle est en plein combat contre un vampire qui est beaucoup trop fort pour elle, elle a beaucoup de mal. Le combat se passe au Bronze, donc la discothèque où ils vont, et à la fin, elle finit par péter une vitre du Bronze. Le vampire commence à hurler en pensant être ébloui par la lumière du soleil, et puis là il se rend très vite compte que c'est juste un projecteur qu'il y a dans la rue. Du coup, il baisse les mains. Et là, il y a Buffy qui arrive derrière, qui lui plante un pieu dans le cœur en lui disant « Le soleil ne se lève que dans 9 heures, pauvre cloche !» C'était une scène qui était écrite pour le film à l'origine. Voilà. Et finalement, ça détonne pas trop avec le film, parce que ça aurait très bien pu y apparaître. Après, en fait. ce genre de blague, c'est un peu du Whedon dans un sens, donc ça me surprend pas, honnêtement. Mm-hmm. Mais on a quand même toujours le même problème, c'est dès que la Warner touche à quelque chose, ça part en couille. C'est un délire. C'est la Warner ne sait pas faire un truc bankable ou qui fonctionne dès qu'ils mettent leur grande selle dedans. C'est ça. Ils sont usants, ces gens-là. Ils donnent de l'argent pour faire de la merde. Hein. C'est usant. Et ça fait plus de 30 ans que ça Après, dure. Nous... Oh là, la Warner, ça fait des... Ouais, même bien avant, mais... Même encore aujourd'hui. Hein, oui, ils n'arrêteront jamais, ils ne comprendront jamais, j'ai l'impression. Oui, voilà. La Warner, c'est leur spécialité de faire des conneries. Bon, après, c'est pas les seuls, hein, on n'est pas non plus... Ouais, mais ils sont quand même bien forts sur les gros univers. Ils sont particulièrement forts dans le fait de rater. C'est vrai. Enfin, bon. Bon, pour conclure cette petite mise en contexte qui est déjà bien longue. Il faut savoir que Buffy a toujours de l'actualité. Cette année, on nous a annoncé qu'une suite est actuellement en préparation. Ça s'appellera Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale. Mais bizarrement, Joss Whedon a été écarté de la production. C'est bien fait, fallait pas harceler les comédiens connards. Le pilote a été tourné cet été 2025. Il a été réalisé par Chloé Zhao, à qui on doit notamment les Éternels de Marvel, je crois. Sarah Michelle Gellar y reprendra son rôle de Buffy Summers, en plus d'être productrice exécutive aux côtés de Fran Rebel-Cusui, encore elle. Et la série sera centrée sur une nouvelle tueuse, interprétée par la jeune comédienne Ryan Keira Armstrong. Mais notre Buffy sera un personnage récurrent, donc on verra ça courant 2026 si tout va bien. Très bien. On croise les doigts, ce serait pas mal. Un petit retour de Buffy, pourquoi pas, ouais. Même si forcément, les remakes, les suites de séries 50 ans après, c'est pas toujours la qualité qui les étouffe, mais bon, on espère que pour Buffy, ce sera bien fait. Nous verrons bien. En tout cas, moi, ça me fera toujours plaisir de voir un peu plus de Sarah Michelle Gellar sur mon écran, donc tout va bien de ce côté-là. Oh, ça sent le bon petit crush adolescent. Mais complètement assumé. Mais quand elle était... c'est vraiment le film Scooby-Doo. Mais alors, oui. Vraiment, oui, entre Sarah Gellar et du coup Velma, vraiment les deux actrices sont tellement incroyables dans ce film que du coup, t'es en mode, ça a été clairement chez moi, c'était en mode...
Ouais, ce film est pour moi. Linda Cardellini, du coup, pour ceux qui connaissent. Clairement, ouais, ça... C'était bien fort de ce côté-là. James Gunn, merci pour ça. J'avais le bon âge, en plus, quand le film est sorti. Oh donc, putain, c'était James Gunn qui avait fait ça? Non. qui avait écrit... il a scénario, écrit Scooby-Doo et Scooby-Doo 2, ouais. Oh là là, mais je le remercie. Ce sont mes films coupables. Vraiment, ouais. Mais très bien. Bah, merci en tout cas pour toutes ces petites informations, Elodie. Puis de toute façon, t'avais pas le choix. C'était à toi de faire les recherches, vu que c'était toi qui nous proposais ce truc-là. Bah oui. Alors, je n'avais jamais vu le film. Je savais dans quoi on s'embarquait parfaitement, parce qu'il y a plusieurs vidéos sur ce film qui sont sorties, notamment Not Serious, qui a fait une bonne vidéo dessus. Enfin, voilà. Donc je savais dans quoi on s'embarquait, mais je l'avais jamais vu en entier. Et là, effectivement, quand on l'a lancé, j'étais en mode oh, 1h22. Oh bah ça va être rapide en vrai, ça va être cool. Et au final, oh là là, mais 1h22, mais ressenti 2h45. Parce que bordel, quand c'est long, hein, c'est... Ah mais c'est la Snyder long. Cut. Vraiment, mentalement, c'est la Snyder Cut, vraiment. Parce que ça a beau être 1h22, t'es en mode, oh là là, ça va être une longue séance. Et ce fut une longue séance. Oui. Et bah du coup, Erwan, pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler un petit peu du début du film? Le début, Avec le début flashback, historique ou le... Ouais. Ah, le début flashback, il commence par je pense que c'est le roi des vampires, hein. Je sais pas si c'est J'imagine. le roi des vampires, mais ça doit être en tout cas, c'est un aîné... c'est un gros aîné. vampire, ça c'est sûr. Ça, en gros, non, ça après, je sais pas s'il est gros tout de suite. Très Non, bien, mais ouais, tu m'as compris, voilà. Je peux pas... Je sais, en fait, on n'a pas trop d'infos sur l'univers... sur les vampires dans cet univers-là, donc c'est compliqué, quoi. Ah bah là, honnêtement, le flashback, on voit effectivement, je pense que c'est ce petit Robert qui donne un couteau à une femme, mais c'est en ambiance vraiment moyenâgeuse, on va dire, vu la tenue. Ouais, moyenâgeuse kitsch. Enfin, hein. tenue, ouais, moyenâgeuse, vraiment le costume fait à loisir ou je sais pas quoi, là, prenez ça, hein. Vous avez princesse et machin, vous avez ça, hein, honnêtement. Donc moyenâgeuse où il tend un couteau en disant voilà, c'est enfin, comment dire, c'est pas ton relais, mais c'est ce que tu vas faire. Et après, cette scène dure littéralement même pas 30 secondes. Et ensuite, on enchaîne sur chorégraphie de cheerleader, qui est très longue. Beaucoup trop longue. Parce que c'est nul. Avec un générique Je pense que rose. c'était pour montrer qu'il y a... Oui, ça déjà. Je pense que c'était pour montrer qu'il y a des jeunes, il y a de l'énergie, il y a des trucs qui c'est qui lycée. bougent. Ouais, vraiment, oui, on est en plein dedans. Et c'est là que la VF commence tout de suite sa violence envers notre cerveau, mais qui du coup donne la saveur. C'est ça qui va être très bizarre. La VF, elle est parfaitement insupportable, mais en même temps, c'est probablement la meilleure qualité. C'est le point fort du film. Donc, c'est du coup, pendant ce match-là, on a une séance avec donc l'entraîneur d'une des équipes, peu importe, qui nous sort. Et donc, c'est la réplique en VF. Et je vais vous la donner. Il n'y a pas de modification de notre part. C'est une vraie réplique. J'ai du poil au cul et j'ai le droit de tâter la balle. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais l'entraîneur, je pense qu'on peut en parler tout de suite. Parce qu'en fait, c'est là où ça se voit que ça se veut être une comédie absurde. Mais il y a comédie absurde et il y a ce qui est proposé dans ce film. Parce que là, du coup, on a ça. Donc, t'es en mode, ok, ça n'a aucun sens. Mais beaucoup plus tard, on a un autre match où il nous fait un truc où il nous met un petit peu une stratégie de balle et il nous fait à l'écrit. C'est ce match-là? C'est cette vanne c'est un autre pourrie. match. C'est celui avec justement Ben Affleck qui apparaît. Et là, on a un truc où, en gros, t'as symbole des Illuminati plus les symboles donc masculin féminin égale infini. Et t'es en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, c'est tellement surréaliste et en fait ça n'a pas de sens, quoi. Genre, sachant que la première blague de l'entraîneur, à part cette histoire de balle qui a des poils, c'est réellement le fait qu'il est entraîneur, je mets des guillemets au cas où, mais entraîneur, qui prend la feuille de stratégie des positions sur l'équipe de basket,
Le mec déjà dit je le tiens à l'envers, puis je sais même pas si on est les ronds ou les carrés. Donc c'est à dire que le mec fait des stratégies mais ne comprend pas ce qu'il fait. Et ça c'est censé être un élément comique. Et déjà j'étais dans le bain en disant ça va être long, ça va être très long si c'est ça les blagues. Eh oui. Ouais. Ouais. Et c'était très long. C'était très long. Alors donc ouais, on a ce match de basket vraiment bizarre. Et c'est là donc on a après l'introduction de nos personnages. Du coup je vais en parler très rapidement. Buffy, donc Bichette, et ses amis, dont Hilary Swank qui est en guest, qui joue le rôle d'une de ses amies. Et c'est là qu'on va se rendre compte très très vite que tous les personnages sont des connards. Dans ce film, tout le monde est un connard. Et alors, connard dans la façon dont ils se comportent. Et en plus, ils sont cons comme des chaises. Mais c'est terrible. Mais les répliques, enfin, c'est vraiment... on est dans du cliché le plus total. Et c'est affreux. C'est vraiment on a un truc genre ah là là, de toute façon sa veste elle lui allait même pas machin, et puis de toute façon je m'y connais pas, et elle fait une réplique qui n'a rien à voir avec la choucroute, enfin vraiment vraiment, et je fais ok, ça va être ça notre personnage principal, et ça va être ça les amis du personnage principal. Et c'est ça va être compliqué, hein. Je crois que l'une des premières répliques de Buffy, c'est oh là là, mais comment veux-tu que je sache quelque chose au Salvador, j'ai jamais mis les pieds en Espagne. Oui, voilà. Ah putain, mais la vache. Et je veux dire, qu'est-ce que c'est? Je suis pas fort en géographie. C'est probablement un des domaines dans lequel je suis plus nul. Ça, c'était catastrophique, tu vois. Enfin, vraiment. Ah ouais, donc vraiment, on en est là, quoi, tu vois. Et ça va être, le film va être long. Le film va être très long. Et surtout, j'aime bien parce que quand tu dis qu'effectivement elles vont faire les pétasses, du coup elles sont introduites en plus dans une zone centre commercial. Oui. Elles vont au cinéma et honnêtement, je sais qu'en plus je pense que Rémi a dû se faire hérisser les poils à ce moment-là. Car c'est tout ce qu'il adore dans une salle de cinéma. Ah vraiment oui. Tu n'y manques pas parce que du coup on regardait le film avec Elodie. Et effectivement quand elle parlait dans la salle, mais vraiment je les hais en fait. Je pense que je les hais très fort. Parce qu'effectivement, elle parlait au cinéma, mais à voix haute. Hein. J'ai rien contre les gens qui chuchotent un peu au cinéma quand ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient, il n'y a pas de souci. Mais là, elle parlait à voix haute. Et vraiment, j'avais envie de la baffer. Mais, enfin, de toute façon, ceux qui sortent leur portable au cinéma, je sais que je suis un vieux con, hein, mais vraiment, je me rappellerai toujours. On avait été voir Blade Runner 2049, et j'avais été avec Quentin. Et on avait une vieille à côté de nous qui sortait son téléphone pour aller sur Facebook toutes les 10 putains de minutes. Et j'en pouvais plus. Vraiment, je sais que c'est un détail, mais j'avais des envies de meurtre à ce moment-là. Mais elle, je vais lui briser la nuque un jour. Je sais pas ce qui va lui arriver, mais je veux qu'elle meure. Et depuis, on ne l'a plus jamais revue. Non, on l'a jamais revue. Elle est peut-être morte de vieillesse. Et je l'espère, parce que vraiment, non, mais c'est une connasse. Si tu fais ça, pour moi, je suis désolé. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc, effectivement, là, quand on voit 4 grognasses parler au cinéma fort et être désagréable, j'en peux plus, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et c'est là aussi on a du coup l'introduction de David Arquette et Luc Perry. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, Luc Perry, hein, dans les années 90. Voilà, si le gars il maîtrise le monde à ce moment-là, hein, toutes les femmes sont à ses pieds, c'est un sexe symbole des années 90, c'est terrible. Tout lui réussit. Mais là, il joue aussi des mecs chelous dans ce film, vraiment, encore plus David Arquette, et on va y revenir. Parce que David Arquette nous offre une des pires répliques de l'histoire du cinéma dans ce film. Mais vraiment, tous les personnages sont absolument détestables. On a aussi eu la première apparition de Donald Sutherland, qui fait juste un mec chelou dans le centre commercial qui observe des adolescentes. Donc ça l'aide pas, c'est le cas. Lui, il dit pas un mot, mais alors il est le voyeur originel aussi, dans son comportement. Oui, tout à fait. On va en parler de Merrick, mais il est détestable aussi. Hein. C'est vraiment un trou de balle. Mais du coup, après le film, donc il y a eu embrouille entre les filles et donc Benoît et Marcel. C'est leur vrai prénom, hein, bien sûr, choisi par la VF encore une fois. Donc tout le monde est détestable. Et là, ils sortent du cinéma. On va aller voir le copain de Buffy, machin.
et même lui aussi se comporte comme un connard. Les amis du copain sont aussi des connards. Enfin, vraiment, tout le monde est un connard pour l'instant sur 100% du film qu'on a vu. En gros, il y a 7 minutes de film qui sont écoulées. 100% des personnages qu'on a vus sont des connards. Ce qui est quand même... une très fort. performance. Ce qui est fou, Ouais. quoi. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Et du coup, Elodie, est-ce que tu pourrais nous parler, parce qu'on a eu une petite réaction face à la pilosité des sourcils d'un des joueurs de basket. Pourrais-tu nous dire ce qui lui arrive à ce pauvre basketteur qu'on nous fait croire qu'il a 16 ans, mais vu ses C'est sourcils, il en a probablement 43 et Oui. il est sur M6 les dimanches soirs pendant des années. Donc dis-nous tout. Alors, c'est censé être un copain de lycée, hein, de Buffy et de son petit ami. Et il était dans la voiture avec le copain de Buffy et son petit ami. Sauf que lui, il n'est pas resté. Il a dit, bon, je vous laisse les potes, je rentre chez moi. Et pour rentrer chez lui, évidemment, il passe par le cimetière. C'est tout à fait logique. Et puis, il entend un rire machiavélique derrière lui. Et au début, il se dit, mais... ouais, c'est quelqu'un qui me fait une blague, sortez de votre cachette, j'ai pas peur, vous allez vous en prendre une, machin. Et là, qui apparaît ? Paul Rubens, avec des grandes dents Pee Wee Herman. et une coiffure. Je sais pas où ils sont allés chercher cette coiffure. Je sais pas s'ils voulaient lui donner un air un peu métalleux ou je sais pas, mais en tout cas, c'est raté. c'est très raté. Ouais, non, oui. Et c'est là aussi où on va se rendre compte que le budget était vraiment waouh. Parce que la pilosité de ce mec-là facial, elle est ratée. Enfin, vraiment, Pee Wee Herman avec sa perruque, sa fausse barbe et compagnie. Bon, alors ça va être encore plus grave quand justement, après ça, on va avoir une deuxième. Après donc l'attaque, Paul Rubens qui va donc mordre le basketteur, qu'on retrouvera plus tard. On a une deuxième scène au Moyen-Âge. Et en gros, pour donner un petit peu de contexte, les scènes au Moyen-Âge sont des rêves que fait Bichette. Apparemment, elle a des Donc, flashbacks, enfin des rêves de ses vies antérieures en tant que tueuse, parce Tout que à fait. dans ce film-là, apparemment, la tueuse, c'est En tant que une terreur, seule et s'il même te plaît. âme qui se En réincarne. tant que terreur. En que terreur, oui, pardon. Excusez-moi. En fait, il y en a génétiquement, et ils ont des maladies, et elle, en fait, elle est tueuse de vampires génétiquement. Moi, je trouve ça beau. Ouais, c'est. À coup de chacun. Chacun ses destins, hein, j'ai envie de te dire. Hein, ça va être, Mais c'est vrai que là. Enfin. Quand on arrive dans ces scènes-là, et en mode. Vraiment, la perruque de Rutger Hauer, catastrophique. La fausse barbe de Paul Rubens, dans le passé, elle est encore plus nulle que la fausse barbe qu'il a dans le temps moderne. Enfin, vraiment, c'est fou. Et c'est là où on a la première descente en monte-charge, d'ailleurs, Oui, de Rutger Hauer, qui descend très lentement de sa lévitation pour apparaître devant la bichette du passé, qui aurait pu s'enfuir 1 million de fois, parce que du coup, elle le regarde juste descendre comme un clampin, tu vois, et il se passe rien. Et le mec, il descend tellement lentement que t'es en mode... Ouais, il est parfaitement inefficace et inoffensif autant qu'on se barre, quoi, mais bon. Bref. Ça arrive, voilà. Mais c'est un flashback, elle va se réveiller et il faut se reconcentrer sur les choses importantes. Erwan, est-ce que tu pourrais nous parler du bal de fin d'année, parce que c'est important. Bah, c'est important pour les lycéens, effectivement, mais avant quand même le bal de fin d'année, il y a une des scènes, justement, quand ils se retrouvent entre les amis au lycée, qui m'a fait rire. Ce qu'il devait faire, je crois, pas une thèse, un devoir écrit Oui. sur sur la planète, genre qu'est-ce que la planète va pas, machin. Et c'est là où je me dis, putain, c'est tellement américain, mais c'est peut être tellement américain de maintenant, en fait, où il y en a une qui a une pensée écologique, elle dit, ouais, la Terre va mal, machin, faut quand même qu'on ait des trucs forts dessus. Et le copain de Bichette, à ce moment-là, sort un truc, dit, ouais, les ordures, c'est sale. T'es en mode, oui, alors jusque-là, je te suis, donc les ordures, ça pollue. Et après, on a, je sais plus si c'est Bichette ou une de ses copines. je crois que c'est Hilary. Ah non, Swank. c'est les insectes. Ouais, c'est les insectes le problème et la pollution de la Terre. Et t'es en mode... Et les gens qui d'ailleurs valident, ah oui, mais moi j'ai peur des insectes, du coup c'est vrai que c'est ça le problème de la Terre, écologiquement, c'est les insectes. Bon, on peut lire toutes les études qu'on voit actuellement, tout le monde dit les insectes c'est la vie, mais bon, pas pour eux. Et au final, l'autre, la pote, elle sort d'un moment, ah mais non, moi je voulais parler de la couche d'ozone.
Et je t'en mode, mais c'est tellement américain cette scène qui vient se passer, et juste la VF, même si le discours anglais était pas comme ça, l'a tellement bien retranscrit, je suis désolé, hein, mais pour moi c'est parfait dans la Ouais. connerie. Si jamais il y a des Américains qui nous écoutent, bon déjà, Fuck cool, yeah, c'est- America! ouais, déjà vous parlez plus d'une langue, ce qui est dingue. Parce que justement, anecdote intéressante, si vous regardez le nombre de langues connues par les habitants dans des pays, les États-Unis, c'est une des seules qui a 0,8 langues. Tellement le niveau d'éducation est faible, ils parlent même pas correctement l'anglais. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote intéressante. Peut-être que depuis les chiffres ont évolué, mais en tout cas, récemment, c'était les Américains maîtrisent 0,8 langues, ce qui est très très fort. T'inquiète, ils sont plus doués que toi en géographie. Non, c'est faux. Non, effectivement. Je peux au moins placer les États-Unis sur une carte. Eux ne peuvent. Je suis pas sûr qu'ils puissent placer la France sur une carte. Donc, Non, t'inquiète. ce qui est quand même assez grave. Et Donc oui, c'est là pardon, où- du coup, vient la Vas-y, préparation de la fête, enfin la préparation du bal, effectivement. Ou débat stérile sur la reine du bal et compagnie. Faut qu'elle soit apprêtée, faut qu'elle vienne bien habillée, patati patata. J'avoue, ce genre de truc-là m'emmerde en général. Je vais Oui. pas vous mentir. Et puis on voit aussi que Buffy et ses amis sont même des connasses entre elles parce que dans la première scène au centre commercial, Buffy avait craqué sur une belle veste jaune en cuir et Hilary Swank lui a dit oh non, c'est moche, c'est démodé, faut pas que t'achètes ça. Alors, du coup, Buffy elle fait oh tant pis. Et puis là, ce soir-là, elles sortent, je crois que c'est dans un bar, hein, et t'as Hilary Swank qui débarque avec la belle veste jaune et Buffy qui dit je croyais que c'était démodé, pourquoi tu l'as acheté? Elle dit, c'est pas démodé, c'est rétro. Ah. Donc voilà, même entre elles, elles se font des fions, c'est dégueulasse, quoi. Enfin bref. Tu vois le niveau. Ouais, non. Ouais, tout à fait. Donc, elles se font ça. Et donc, elles se retrouvent à un bar et c'est là que Hilary Swank donc, a trahi parce qu'elle a acheté le manteau rétro, là, qui est vraiment, Mais c'est pour pas la l'instant, le première fois scénario qu'elle le est fera. absolument palpitant, hein, ce qui se passe. On est passionné par ce qui se passe à l'écran. Et c'est là qu'on a le retour donc de Marcel et de Benoît. Je m'en remettrai jamais. Avec justement, quel est ton prénom, Bichette? Je suis Marcel et ça c'est Benoît. Et Ray dit ça te va pas mal. Enfin vraiment t'as des réactions même par rapport au prénom, les dialogues. Tout ceci n'a aucun sens. En fait, je sais pas, le film me donne l'impression que j'avais constamment bu 5-6 pintes avant de lancer le film, tu vois. J'étais constamment dans un truc de attends, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça ou est-ce que c'est moi qui entends mal, tu vois. Et en fait non, c'est vraiment le film qui est constamment comme ça. Donc vraiment, je sais pas, le film est fort parce qu'il te donne l'effet d'être sous, alors qu'en fait pas du tout. Mais bon. Et c'est là qu'on a une des pires répliques de l'histoire du cinéma, de la part de David Arquette, hein, merci. Puisque et du coup il nous fait une agression sexuelle parfaitement vulgaire et dégueulasse qui ferait passer l'humour de Jean-Marie Bigard pour du haut Molière, quoi. Où il met une fausse saucisse dans sa braguette en disant à ta faim j'ai une friandise machin et en mode mais qu'est-ce qui se passe, et ça sort de nulle part encore une fois, tu vois. Et enfin mais David Arquette parfaitement sexiste et dégueulasse dans le film. mais les deux, enfin, de toute probablement façon, le pire personnage. Marcel et Benoît, c'est des déchets humains, hein. Tu les vois là, ils arrivent dans le bar. C'est juste que Marcel est beau, quoi. Ils vident leur poche et ils ont 3 centimes. Et allez, qu'est-ce qu'on peut avoir à manger pour ça Et la pauvre serveuse, elle leur apporte un pauvre hot dog parce que qui se partagent en deux. Enfin, c'est pathétique. Les mecs qui ont l'air d'être déjà cuits, qui viennent dans un bar et qui disent ouais j'ai que ça pour boire, j'ai le droit à quoi. C'est ça littéralement. Ouais, ça commence. Et clairement, ça commence à ce moment-là. Ah ouais, donc vraiment, vous êtes ce genre de connard. Mais du coup, ils ont ça et ils sont quand même bourrés alors qu'ils n'avaient pas de thunes. Mais bon, vas-y, allez, ça, c'est bon qu'on ait plus à ça après. Mais oui, non, ça a l'air d'être des personnages vraiment pas fun. Pas fun. On n'a pas envie de traîner avec ces mecs-là. Mais bon, tant mieux quelque part, puisque le film en est conscient, puisque Marcel est sous, et il tombe ivre-mort et il se fait emporter par Donald Sutherland, justement, donc Merrick, pendant que le pauvre Benny, lui, malheureusement, il se fait bouffer par Pee Wee Herman. Donc voilà, spoiler, David Arquette, après la pire réplique de l'histoire du cinéma, se fait manger. Donc il y a une chose, voilà, il y a des choses positives qui se passent dans le film.
Je sais pas s'il y a un message en tout cas, mais ça fait plaisir. Il y a une punition. Elodie, toi qui as été donc une adolescente et qui a regardé Buffy dans les années 90, comment est-ce que tu aurais réagi si tu avais Donald Sutherland qui te matait pendant que tu étais à l'école? Bah, je crois que j'aurais Peux-tu hurlé. me dire quel serait ton ressenti? J'aurais hurlé, j'aurais appelé les surveillants, j'aurais fait quelque chose, mais visiblement, Buffy, bah, ça va, ça passe. Bon, elle lui fait quand même la réflexion, et qu'est-ce que vous foutez là Et lui, l'air grave, avec son espèce d'impair d'inspecteur gadget, là, et son chapeau, qui lui dit mais j'ai parcouru la terre entière pour vous remettre votre patrimoine. Et Buffy, en bonne blonde, qui répond patrimoine, comme un compte en banque. Enfin, voilà, c'est une des répliques marquantes. Mais bon, en gros, voilà, il lui apprend quel est l'élu, la terreur, et qu'il y en a une par génération, et qu'elle est chargée de débarrasser la terre des vampires. Et au début, Buffy, enfin Bichette, pardon, je vais avoir du mal. Hein. Bichette, elle lui dit Il faut dire Bichette. vous Bichette. devez vous tromper de personne. Moi, je sais rien faire. Je suis juste une adolescente qui ne pense qu'à faire du shopping. Non, vous avez dû vous gourer. Voilà. Et là, à ce moment-là, il lui dit non mais les terreurs ont une tache de naissance. Vous en avez une en forme de la marque du sabbat ou je sais plus quoi. Et Buffy, enfin, Bichette, je vais y arriver. Bichette qui lui dit vous saviez que j'avais ça. De toute façon, je l'ai fait retirer. Donc voilà, c'est assez affligeant comme scène. Par contre, ouais, lui il a su lui dire que bah, vous avez des rêves de vos vies antérieures, vous voyez dans une autre époque, en train de tuer des vampires. Et là, du coup, Bichette se dit, bah oui, en fait, là, pour le coup, il le sait, donc c'est assez troublant. Donc, bah, je vais vous suivre. Et ouais, non, je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Personnellement, j'aurais pas suivi de saison. Mais après, Non. c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi. Peut-être que des gens auraient dit oui. Bah, après tout, il a un impair et un petit chapeau. Il est sans doute, c'est quelqu'un de bonne foi, quoi. Donc on va le suivre. Mais bon, ok. Et effectivement, tout le truc de la tâche de naissance a été enlevé. C'est ok. Donc, en fait, vu que ça a été enlevé, je sais même pas pourquoi on en parle. Bah oui, mais bon. Du coup. Puisque en plus à la fin il parle des rêves, donc enfin ça suffisait quoi, tu vois, il y avait juste besoin dans le truc des rêves, rajouter la surcouche de la tâche de naissance qui n'apporte absolument rien, puisqu'en plus le film enfin Bichette ne la passe. Vraiment c'est du gras inutile dans le film, tu vois. Non, et ce qui est fou parce que encore une fois le film dure 1h22. Ça devrait être le film le plus concentré du monde, il devrait y avoir rien qui soit inutile dans le film, et pourtant on a tellement de choses inutiles dans ce concentré, enfin, c'est fou quoi. Non mais Enfin, en bref. plus moi j'aime bien le délire de la tâche de naissance parce que c'est littéralement un grain de beauté. Quand on voit la taille sur les ancêtres ou c'est un grain de beauté. Tu vois, il n'y a même pas le mode du Street Dancing Ninja où la tâche de naissance elle a une forme chelou. Non, c'est un putain de grain de beauté. Donc vous êtes l'héritière de cette génération parce que vous avez un grain de beauté sur la fesse droite. Non mais vas-y c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Si on regarde bien, on l'a tous. Hein. Ah moi c'est fesse gauche, désolé. Je suis un vampire du coup. Mais bon, du coup on arrive quand même sur cette scène où bah, ils discutent en train de la mater pendant qu'elle fait de la gym. Tout Pour à aller fait. dans un cimetière. Oui, donc allons au cimetière. Bah, du coup, Erwan, peux-tu nous décrire finalement la première vraie grosse scène d'action puisque c'est là qu'on va se rendre compte d'un gros problème du film, à savoir que l'action est absolument nulle. Ce qui est dommage, puisque Ah bah- c'est censé être un film d'action avec des vampires. Donc si l'action est nulle, et que les vampires sont pour l'instant pas terribles, et que l'humour est vraiment nul à chier, ça commence à faire beaucoup. Mais du coup, décris-nous la scène du vampire, la scène des vampires dans au La scène cimetière. Et bah du coup ils vont se poser en mode pépouze dans le cimetière, en mode je tape une discute. T'as Maverick, j'ai plus son nom. Méric, Oui, ouais. je fais un AVC. Méric, pardon. Parce que Maverick, au moins ça c'est un bon film. Mais Méric qui donne, j'aime bien ce qu'il donne un pieu et un crucifix à Buffy. Genre t'inquiète, tu vas savoir t'en servir, tout va bien se passer. Mais ils sont en mode on attend. Et puis on attend sans réellement discuter. Et ça c'est très beau et un peu très long.
Jusqu'au moment où en fait ils attendaient au-dessus de, on va dire, de tombes fraîches. Donc de gens venant d'être enterrés très récemment. Et déjà, on note que le problème va être un peu là déjà aussi de base. Et en fait, comme ça, les deux tombes du coup enfin deux personnes se mettent à surgir de leur tombe. Et en fait, ce sont des vampires. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le truc au niveau du teint ou du coup de la scène qui va se passer après, je croyais que c'était des zombies dans un premier temps. Parce que c'est vraiment chacun a son propre vampire avec lequel il va se battre. Donc Merrick effectivement va se battre contre un vampire, mais les mecs sont au sol et en fait se font un câlin. Honnêtement, hein, on va partir sur une base comme ça. Hein. Et Bichette, elle, fait une petite roulade, parce que heureusement qu'elle fait de la gym, fait une petite roulade, un peu de bagarre, et va réussir à planter son pieu directement dans le cœur du vampire. C'est ouf à quel point tu pars du néant, et en mode, bah tu as tué ton premier vampire, enfin tes deux premiers vampires, parce que du coup ils vont tuer les deux comme ça. En l'espace de 30 secondes, même pas. Ah oui, mais c'est l'élu. Alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle était l'élu. Enfin, on en a vu des films sur les élus. Vous êtes l'élu, vous allez apprendre patati patata. Mais aussi rapidement, je trouve ça beau. Et surtout que l'action est nulle à chier. Ah, Enfin, c'est mou, ouais. Oh là là. Il y a eu 2 combats de lutte au sol entre enfin, surtout que c'est des vampires, donc entre un vampire et une élue. Merde. Même dans Pretty Little Liars, ça se battait mieux. Waouh, ça c'est une réponse à laquelle je ne peux pas défendre. Parce que je n'ai jamais regardé Pretty Little Liars. Alors je confonds Vampire Diaries. Ah, je confonds le nom des séries nulles, désolé. Il n'y a pas de vampire dans Pretty Little... Enfin non, il n'y a pas de vampire dans Pretty Little Liars. Non, c'est Vampire Diaries, Oui, c'est dans ma Vampire langue. Diaries, il y a des vampires. Je Ok, pensais à une série nulle et c'est ça qui est sorti en premier, désolé. Ah. Bon, ok, je peux Excusez-moi les comprendre. fans de Pretty Little Liars. Non, en tout cas, ça n'a rien à voir avec les combats de la série Buffy contre les vampires, pour le coup. Non, clairement, oui. De ce côté-là, et encore, bon, c'est définitivement une série des années 90, hein. Donc ne vous attendez pas à The Raid ou à du Donnie Yen, hein, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'on se tape là dans le film, ouais, Buffy contre les vampires, la série, définitivement à côté, c'est Ip Man, hein, c'est sûr. Parce que là, vraiment, l'action est nulle. Par contre, on peut reconnaître qu'il y a des galipettes. Elle sait faire des galipettes, ça, voilà. En niveau gymnastique, ça se passe très bien. C'est juste les coups de poing qui sont vraiment pas bien. Mais, enfin bref. Du coup, l'action est nulle, mais sans transition. Le meilleur personnage de l'histoire du cinéma, Benoît, revient. Et il flotte, puisque c'est un vampire. Il flotte au 3e étage et essaye de réveiller Marcel. Parce qu'il voudrait le bouffer. Et en fait, Marcel est en mode ah, mais comment t'as fait pour monter, machin oh, t'as vraiment une gueule de merde, ça va pas, machin. En fait, il se pose aucune question sur le fait qu'il y a Benoît qui est à la fenêtre du 3e étage en train d'essayer d'entrer dans l'appartement. Ce qui en dit long. Alors, ça en dit long sur la gueule de bois de Marcel, soit sur le niveau d'intelligence collectif des personnages du film, ce qui est définitivement aussi... voilà, hein, vraiment, on est là-dedans aussi. Hein. Mais bref, hein, c'est... Voilà, mais cette scène n'amène à rien. Lui, il dit juste, Marcel, on va se faire foutre, et on le retrouvera plus tard. Mais voilà. Donc, juste pour montrer que Marcel est un con. En même temps, c'est aussi le point faible des vampires, dans un sens. C'est vu qu'il n'a pas autorisé à rentrer, il est pas venu le bouffer. Tout à fait. Et ça, c'est toute une intrigue dans Vampire Diaries, justement. Non, je sais que c'est le cas, oui, mais... Oui, en plus de ce que j'ai compris, oui. Mais c'est ça, moi, ce que j'adore chez les vampires, c'est quand même des êtres surpuissants, où leur point faible, c'est... Bah non, je t'ai pas dit de rentrer, donc va te faire foutre. J'adore ce délire chez les vampires, honnêtement. Ouais, non, c'est vrai que des fois ça amène des trucs drôles. Une série de vampires, par contre, que j'ai regardé, c'était True Blood. Et c'est aussi dedans. Et ça, j'aime beaucoup. True Blood, c'était définitivement bizarre, mais pareil, pour le moi adolescent qui regardait cette série niveau casting, c'était de la bombe. Tout le monde était beau. Tout le monde était beau dans cette série, c'était très bien. Et vraiment, pareil, pour les dames, les hommes sont tous magnifiques. On a du Skarsgård à plus savoir quoi en foutre.
Et pour les hommes, toutes les femmes sont magnifiques aussi. Donc voilà. C'était vachement bien True Blood. Du coup, on revoit Rutger Hauer, qui est juste pour nous rappeler qu'il est là, et qui porte un petit rouge à lèvres d'ailleurs. Et une belle je ne sais pas cape. pourquoi, mais bon. Une très belle cape, bien sûr. Belle Lui, cape il de la essaye vraiment foirefouille. d'avoir la tenue. Ouais, il essaie vraiment d'avoir la tenue classique du vampire, à la Dracula. Il n'y a aucune espèce de subtilité. Contrairement, enfin, Pee Wee Herman, il s'est adapté un peu. Il a mis des fringues, voilà, un peu gothique et compagnie. Mais Rutger Hauer, lui, non, il a dit non, la mode, j'en ai rien à foutre. Je portais ça il y a 300 ans. Bah, je vais continuer de porter ça parce que c'est vachement bien. Et en fait, Pee Wee Herman avait enlevé une des copines de Buffy, qui s'appelle Cassandra, et qui venait l'offrir à son maître Rutger Hauer. Et ce sera important pour la suite. Donc, oui, c'est très important, puisque l'histoire est absolument passionnante à ce moment-là. oui. Sans transition, Donna Sutherland est encore un pervers. Elodie, Oh non. toi qui as été adolescente dans les... que ferais-tu si Donna Sutherland te suivait dans les vestiaires, cette fois-ci, du gymnase, et que te menaçait avec un couteau? Que ferais-tu? Ah, mais j'irais chercher une batte de baseball et je le ferais fuir. Je pense aussi, mais... Mais bon. Du coup, dis-nous tout. Eh ben là, il y a pratiquement tentative d'assassinat. Hein, on va le dire les choses comme elles sont, parce que Buffy lui dit mais arrêtez de me suivre, vous êtes pénible. Et puis de toute façon, la nuit dernière, j'ai bien vu que c'était dangereux. Je suis pas celle que vous croyez. Je suis nulle, j'y arriverai pas. Donc je laisse tomber, laissez-moi tranquille. Et lui, il lui dit ouais, y a pas de souci, mais une dernière chose avant que je m'en aille. Et là, il sort un couteau, il lui balance dans la tête. Mais comme c'est la terreur et qu'elle a des réflexes surhumains, elle arrive à arrêter le couteau avec sa main. Et elle regarde le couteau, elle se dit mais vous êtes un malade, vous avez failli me tuer. Et elle lui colle un énorme coup de poing dans la gueule, chose qui est méritée, hein, faut le reconnaître. Et là, elle regarde sa main, puis elle fait ah, et je me suis même pas cassé un ongle. Oh, je savais même pas que je savais faire ça. Donc c'est que vous avez peut-être raison finalement. Donc elle arrête pas de changer d'avis, c'est fatigant. Ouais. Et encore, tu vois, réagis bien pour le fait qu'on lui a encore une fois envoyé un couteau en plein visage qu'elle a su arrêter. Mais vraiment, enfin... Ah ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est que je suis trop fort. Et ok. Et du coup, elle accepte l'entraînement. Elle accepte l'entraînement, ce qui amène donc au montage des coups. Et c'est là qu'on voit qu'elle est forte pour faire les galipettes, les roues, machin. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le montage de coups de poing, catastrophique. Parce qu'en gros, on la voit frapper un sac de frappe. Et c'est là que tu vois, elle fait ah oui, donc l'actrice s'est pas du tout entraînée avant le tournage du film. Parce que les coups portés, la façon dont les coups sont portés, t'es vraiment en mode ah ouais, non, c'est pas... Non, mais même, c'est les scènes d'entraînement les plus bidons de l'univers. Moi, j'adore les scènes d'entraînement où elle apprend à boxer. Les montages d'entraînement, j'adore ça. Non, mais contre un sac de frappe, t'es en mode ok, je peux comprendre, la force, machin. Mais les scènes d'entraînement où tu te regardes devant un miroir et que tu tapes dans le vide, pourquoi? Ah, et puis les poses avec les pieux aussi en mode ya. Ah, mais je manie le pieu, bah c'est bien. Non, pour moi, tout cet enchaînement d'entraînement ne sert... Enfin, comme on dit, le film fait 1h22, pourquoi vous nous cassez les couilles avec des entraînements comme ça, là? C'est... Surtout que ça sert à rien, ça apporte rien. On sait qu'il y a ces manies en couteau, maintenant. Ah, ça apporte quelque chose dans le sens où on voit qu'elle... Elle essaye de concilier sa vie d'étudiante, ses sorties avec ses amis, son côté pom-pom girl, et puis qu'elle fait les entraînements en même temps, ce qui fait qu'elle est tout le temps en retard en cours, et puis qu'elle dort en cours. Du coup, elle se fait convoquer par le CPE, qui lui parle drogue. C'était étrange comme scène. Ah, comme tout bon CPE qui se respecte, hein. Les CPE de l'école publique. Alors donc... Pardon. Non, c'est... Tout est bizarre. Ah bah, ça... on repart justement avec une nouvelle apparition, donc celle de Thomas Jane, qui joue un garagiste qui bosse avec Marcel. Enfin, voilà, juste avec une courte apparition, tu fais ah ok, Thomas Jane avec une fausse barbe, super.
Donc, ouais, la scène de montage, évidemment, on l'a passé, incroyable. Et c'est là aussi qu'on voit un truc vachement bien avec le mental et l'entraînement donc, de Donald Sutherland. C'est que, bon, il entraîne physiquement, mais il entraîne mentalement. Il entraîne mentalement puisqu'il nous propose des conseils absolument brillants. À savoir, un vampire, c'est bien. Une douzaine, c'est plus compliqué. Et tu fais... Ok. Ben oui, ça je l'aurais pu te le dire moi-même. Oui, voilà, enfin ouais, effectivement, c'est cool, mec. Merci, vachement bien. Enfin, ok, cool. Mais bref, ça rajoute à ce côté. Mais en fait, plus ça avance et plus je me dis, mais Donald Sutherland, vraiment, il sert à rien dans le film. Et bon, c'est vraiment spoiler, il va lui arriver un truc qui confirme qu'effectivement, il sert absolument à rien dans ce putain de film. Mais enfin, c'est. Ah, puis ouais, ce Tout est fou, dialogue, quoi, ce dialogue gênant au possible quand il lui dit vous avez des crampes au niveau de votre utérus. Elle lui dit oui, si ça peut vous intéresser, parce que visiblement ça vous intéresse. Il dit oui, j'ai des crampes, mais ceci dit, mes règles n'arriveront que dans 2 semaines. Et en gros, il lui explique que c'est un peu comme une sorte de Spider-Sense, qu'elle attrape des crampes quand un vampire est à proximité et que c'est son corps qui réagit à l'horreur de ces créatures. Mais voilà, je crois que je suis bien placée pour dire que c'est pas pratique du tout. C'est une idée de con. C'est Ouais, n'importe quoi. Enfin bref. En fait, c'est ça représente parfaitement le film, je pense. C'est le enfin bref, tu vois, c'est vraiment en mode Oui. on le regarde, hein, mais juste bordel de merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais si encore il y avait que les humains qui étaient cons, j'étais en mode bon, ok, vas-y, peut-être que du coup on est côté vampire. Mais les vampires sont parfaitement débiles aussi, puisque du coup on peut revenir sur Pee Wee Herman qui va s'accrocher à la bagnole de Marcel, et tu vois que c'est super, et ça amène encore une nouvelle scène d'action nulle et compagnie. Marcel qui va réussir à s'échapper, puisque Marcel c'est Luc Perry, il est trop beau, donc on va pas le tuer, on va pas en faire un vampire. Non. C'est dommage, ça faut attendre Twilight pour rendre les gens beaux vampires. Ça voilà, c'est tout un truc. Et non, on fera pas les Twilight sur le podcast, je le dis d'avance. Parce que, Oh non, Tant flemme. mieux, tant mieux, tant parce mieux. que voilà, c'est pas des nanars, C'est juste des mauvais films. c'est juste très ennuyeux, donc on les fera pas. Qu'est-ce qu'on a... Oui, alors, oui, on a noté qu'effectivement, Luc Perry est très beau. Mais ça reste un déchet. Donc, du coup, c'est quand même compliqué. Tu vois, t'es en mode... Ouais, il est vraiment détestable. Mais bon, ça va quand même réussir à marcher avec Bichette, spoiler. Mais, enfin, bref. Ça aide pas, parce que du coup, on retrouve malheureusement nos copines avec un échange de dialogue absolument dingue. Elodie, est-ce que tu pourrais nous redonner ces dialogues merveilleux avant la nouvelle scène de basket? Pourrais-tu nous donner à nouveau le niveau d'intelligence globale des personnages féminins? En plus, c'est ça qui est fou, parce que Buffy, ça a été utilisé comme référence dans des thèses sur le féminisme à la Oui. télévision et machin. Et quand tu regardes Buffy contre le film, c'est vraiment en mode, mais ça remet. C'est l'antithèse. Ah, mais vraiment, ça remet la cause des femmes, mais des 20 ans en arrière, quoi. Vraiment, c'est terrible. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous reparler de ce dialogue incroyable sur le blouson jaune? Oui, Cassandra, donc la connaît fameuse une copine conclusion. qui a disparu. Visiblement, ça les choquait pas plus que ça, ou en tout cas, elle n'en parlait jamais. Et donc Cassandra, qui avait servi d'offrande à Lotos, a été retrouvée malheureusement, et elle était décédée. Donc les filles étaient en train de discuter de ça dans le couloir en disant « Oh là là, on a retrouvé le corps de Cassandra, il était tout pourri parce qu'elle était planquée là depuis des semaines. » Et puis bon, les autres copines sont là « Ah ?» Elle dit oui, et elle avait encore mon blouson jaune sur le dos. Oh, elle te l'avait pas rendu, mais quelle horreur! Donc voilà, ça vous donne le niveau d'attachement de ces filles, déjà qu'on les aimait pas beaucoup, mais ça confirme ce qu'on pensait. En plus d'être connes, elles sont horribles entre elles, donc voilà.
Et on comprend aussi par là, c'est peut-être aussi une façon de nous faire comprendre que Bichette commence à les regarder d'un autre œil, à se dire est-ce que vraiment elle serait capable de comprendre ce qui m'arrive? Non, je vais pas leur en parler, ça sert à rien, elle comprendrait rien. Voilà. Donc effectivement, voilà, les personnages féminins, très bien. Encore apparition, parce que la nouvelle scène de basket, donc la fameuse scène de basket avec l'entraînement, avec l'entraîneur qui nous sort Illuminati plus symbole des genres égale l'infini, ce qui fait c'est même pas une stratégie, rien, c'est même pas une, si c'est une vanne absurde, mais c'est tellement un non sequitur qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe que mais je sais pas, vraiment c'est bizarre, mais bon. Ce qui est plus bizarre, c'est de voir la courte apparition de Ben Affleck, qui donc jouait un basketteur de l'équipe adverse, parce qu'on a un des joueurs de basket qui est devenu un vampire, et du coup il se met à jouer bizarrement, et tout le monde a peur de lui et compagnie, dont Ben Affleck justement qui va donner la balle à ce joueur-là, pendant qu'il est en train de grogner sur les joueurs, et du coup il y a Bichette qui voit qu'il se comporte bizarrement, donc elle va essayer de l'arrêter. C'est la seule qui le remarque, visiblement. Voilà. Ça choque personne. Oui, personne ne réagit à rien. En même temps, un mec avec des oreilles pointues, un teint gris, des dents cheloues et un peu de saignement autour des lèvres, c'est normal. Mais il flotte. Il devait se doper. Hein. Non, mais avant le match. Oui. C'est vrai qu'après, oui, il y a la partie du match où il rentre sur le terrain et il flotte, et même les arbitres trouvent ça limite normal. T'as mode, tout va bien, c'est normal. Ok. Pas de soucis. Oui. On a pu... c'est le niveau 0, hein, il est là. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui, en fait c'est ça, c'est le niveau 0, c'est exactement ça. Du coup, nouvelle scène de combat, nulle. On a du coup... et c'est là qu'on a l'apparition... deux grands méchants, donc Rutger Hauer, Pee Wee Herman et compagnie, avec des dialogues absolument merveilleux, comme « Est-ce que vous fermerez votre petite gueule d'amour quand j'aurai croqué dedans ?» C'est super. Et c'est là où on a donc l'affrontement incroyable entre Bichette, Marcel et Merrick contre donc les vampires. Et Erwan, sacrifice héroïque, est-ce que tu pourrais nous donner cette scène tellement elle était incroyable, et quel jeu d'acteur de la part de Donald Sutherland dans son dernier jour de tournage? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette scène absolument dingue? Il nous a fait une Marion Cotillard. Vraiment, oui. C'est bien résumé. Vraiment, c'est un pire en vrai. Il y a pire, mais honnêtement, s'il a voulu planter un pieu... j'ai plus le nom du vampire en maître, en chef. Lotos. Le chef vampire, on va dire. Ouais, Lotos, parce qu'à chaque fois qu'il disait son nom, j'avais toujours envie de dire à qui le tour. Putain. Nous sommes vraiment les vieilles personnes que nous pensons être. Et en fait, du coup, on se rend compte que Merrick, il est quand même bien nul comme vampire. Ah oui, parce que c'est un vampire. Et il se prend le pieu lui-même dans le cœur, du coup. Mais, du coup, c'est la première fois qu'on voit un vampire qui meurt au bout de 15 ans. Sa scène de mort à dire ses derniers mots. Le mec a eu le temps d'écrire son testament, le signer, de l'envoyer à la poste. Pourquoi? Mais ça se voit qu'il en a rien à foutre. Je suis désolé. Hein. J'ai déjà eu des films avec cet acteur-là. Sur ce film, il n'en avait rien à foutre. C'est censé être une scène poignante où Bichette le tient dans ses bras, il meurt dans ses bras, mais ça marche pas. C'est comme tu dis, il y a personne qui joue bien, donc ça passe pas. Ah, il n'y a rien qui passe. Et du coup, il meurt. Et du Bichette énervé avec Marcel. Et donc, ils se sont dit, on va tuer tout le monde. Grosso merdo, je vous fais les grandes lignes. Le film, honnêtement, on est genre à 50 minutes. Et on se dit, bon les gars, il reste une demi-heure de film. Faut qu'on avance dans notre histoire quand même. Ouais, vraiment, faut et du coup, avancer. On se dit, tiens, Merrick vient de mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le gymnase parce qu'on est en train de préparer le bal de promo. Youpi. Ouais, les méchants se barrent. Se barrent alors qu'ils disent on pourrait les tuer tout le monde. Mais vraiment oui. Non. Vraiment oui.
t'as Bichette qui est en pleine dépression par rapport au fait qu'elle a vu son mentor se faire tuer. Marcel, il est assommé. Et t'as littéralement les deux vampires sont là, ils sont en pleine forme. Et ils se barrent et il se passe rien. Mais pourquoi Enfin, ça n'a aucun sens. En termes de script, c'est pas possible que ça soit accepté, ça, tu vois. Enfin bon, et puis, ah oui, on l'a pas dit au fait, mais Rutger Hauer, son nom c'est Lotos. Oui, oui. Oui, à qui le tour? Oui, voilà. Enfin, vraiment. Les noms jusqu'au bout, c'est de la merde, quoi. Mais bon, enfin bref. Donc Donald est mort, c'est très triste. C'est très triste. Et du coup, il y a un dernier arc, on va dire, pour le personnage de Bichette, avec justement Luc Perry, Marcel, qui est là en mode mais Bichette, t'as été choisi, c'est son destin, etc., etc. Et elle est en mode ouais, mais moi je vais aller faire mon shopping, tu vois. Ok, super. Mais c'est bon, il y a le temps, puisque les méchants, entre eux, on a encore une fois des dialogues. Vraiment, j'insiste sur le fait que c'est vraiment les dialogues qui sont dits. On sait qui est la terreur désormais, on peut aller l'attaquer tout de suite. Non, on va aller attendre samedi, parce que j'ai envie de danser. Et ça, c'est Rutger Hauer qui dit ça. Il y a aucun Lotos, quoi, du coup. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce film de con? Ça continue de faire ce truc en mode, j'ai l'impression d'être bourré, quoi. Enfin, putain. Mais visiblement, voilà, c'est le bal de fin d'année, le truc le plus important. Il faut que Buffy aille acheter sa robe. Il faut que Lotos vienne foutre le dawa. Donc, le reste après. Non, parce qu'à ce moment-là, Buffy, elle est plus en... Enfin, Bichette, elle est plus en mode, je veux faire le bal, ce qu'elle a dit à ses copines. Non, mais moi, le bal, ça m'intéresse plus. Et du coup, ses copines sont en train de l'embrouiller en disant, ouais, tu racontes de la merde. C'est le bal, donc tu peux pas rater ça. Mais spoiler, il y a un revirement de situation, elle veut aller au bal après. Donc, elle est un peu bipolaire, Bichette. Un petit peu. Légèrement. Mais alors du coup, oui, effectivement, là on revient sur le bal qui arrive. Hein. Le bal qui arrive. Avec, ah oui, parce qu'il y a 2 minutes entre la scène au moment où elle dit qu'elle veut pas y aller et où elle est au bal finalement. Oui. Voilà. Ouais, clairement. Du coup, t'as donc Bichette qui arrive avec une magnifique robe blanche. Mais je ne sais pas, robe blanche à une soirée d'étudiante, machin, ça m'a un peu surpris. Je suis ok. Et son copain la largue à ce moment-là. Donc elle est toute seule. Ouais, son copain qui de toute façon est un peu. Oui, avec ce magnifique dialogue aussi, mais tu as rompu avec mon répondeur. Oui, c'est ça. Oui, j'avais pas à te joindre, du coup je t'ai largué, au téléphone. Ça, les gens font encore ça maintenant, mais il s'appelle plus, il s'envoie des SMS maintenant. Donc l'époque a changé, mais la lâcheté des hommes, elle est restée. Ça change pas. Non, malheureusement. Waouh. Ça sent pas le vécu, non. Non, du tout. Petit bâtard. Je me suis jamais fait larguer par SMS, perso. Et j'ai jamais largué par SMS non plus. Je me suis juste fait larguer. ça, oui. Mais du coup, la soirée, elle a l'air vraiment éclatée au sol, mais là... Ah, Luc Perry, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Ah là là, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau, il arrive et il charme et ça marche. Et ils vont s'embrasser, et c'est là où t'es en mode... C'est là qu'on a encore une fois un dialogue absolument non-sensique dans le contexte, à savoir, tu sais Bichette, tu ne ressembles pas aux autres filles. Et après elle répond au contraire. Et après ils s'embrassent, mais il se passe rien. Enfin, ça veut dire quoi en fait? Au contraire, je ressemble aux autres filles. Et donc, enfin, je comprends pas. Je comprends pas le au contraire de Bichette, quoi. Enfin... Non, je crois qu'il y a pas grand chose à comprendre, malheureusement. Oui, je pense qu'ils sont juste tous très cons, c'est tout. Oui. Mais bref. Et du coup, Erwan, est-ce que tu pourrais nous donner la dernière scène d'action, puisque on est à la soirée de fin d'année, donc les vampires attaquent. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui se passe sur cette fin absolument incroyable qui se passe? Alors oui, du coup, c'est là où je reviens sur la théorie effectivement des... Comme je vous dis, les vampires ne peuvent pas rentrer sans qu'on les autorise.
Ce qui est très très drôle. Du coup, effectivement, on voit une armée de vampires, donc de certains jeunes qui ont été transformés, dont je crois qu'il y avait le CPE qui avait été aussi transformé. Et on a les vampires qui sont en train de narguer à la porte en disant on va tous vous buter, machin. Et sauf que Bichette dit effectivement, justement, ah mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'on les a pas autorisés à rentrer. Et Elizabeth Banks dit ah bah si, vu que c'était des étudiants, je leur ai dit qu'ils pouvaient rentrer. Donc du coup, voilà, on commence sur ce passage-là de la scène, vous voyez, de l'affrontement. Donc du coup, forcément, ils sont en mode préparation. Marcel, étant un homme préparé, ramène une mallette de pieux. Voilà, je peux pas vous décrire cette scène autrement. Il a littéralement une sacoche en cuir. Il a réussi à rentrer avec ça. C'est quand même... Ah, c'est une fête aux États-Unis. Oui, Enfin, c'est une école américaine. Je me rappelle qu'on peut rentrer dans des écoles avec des mitraillettes, hein, donc bon, on n'est plus à ça près, quoi. Voilà, c'est les années 90. Avant, il n'y a pas de portique. Ouais. De toute façon, tu vois, même s'il y a des portiques métaux, ils seraient passés, c'est aussi du bois. Bah oui, et puis là, nous sommes 7 ans avant Columbine, donc voilà, en termes de meurtre dans les écoles, pour l'instant, on est encore léger, donc tout va très bien de ce côté-là. Je fais beaucoup de références très sombres à l'histoire américaine aujourd'hui, j'en suis désolé, mais en même temps, c'est un mec qui se ramène avec des armes dans une école, hein, au bout d'un moment, je fais ce que je peux. En même temps, il mérite, hein, c'est bon. Oui, bah oui, voilà. Mais du coup, le combat. Oui, on a quand même là, c'est là on voit que la gymnaste est très forte. Ce qu'elle arrive effectivement, et nous fait un quadruple salto tranquillement. Hein, honnêtement, elle fait ça propre. Hein, pour affronter une vingtaine de vampires avant que le gymnase se fasse littéralement attaquer par les vampires. Donc déjà, on est sur une bonne base de il y a peut-être de l'action, mais pas trop au final. Faut pas forcer. Parce que pour l'instant, aucun vampire n'a été tué. Et puis d'ailleurs, la tenue qu'elle porte, je me suis fait la réflexion parce qu'elle était en robe blanche et Marcel lui donne sa veste en cuir noir pour qu'elle puisse sortir. Et la robe blanche et la veste en cuir noir, c'est exactement ce que porte Buffy à la fin de la saison 1 quand elle s'en va combattre le maître. Donc est-ce que c'est un élément scénaristique que Joss Whedon voulait absolument mettre? Je sais pas. C'est un visuel plutôt cool, il faut quand même le dire, donc je pense que il devait juste dire que c'est un visuel cool. La jeune fille pure et innocente qui est enveloppée par le manteau de la mort. Mais je vais peut-être un peu loin. Je pense que c'est plus con que ça. Ah. Non, mais c'est beau, parce que moi, effectivement, esprit très con, dit, effectivement, cet homme a été viril, il lui a donné sa veste. Aussi. Genre, n'attrape pas froid, alors qu'elle va juste se battre, et se battre avec une veste en cuir, c'est chiant. Non, mais voilà, c'est pas les trucs les plus cool du monde, faut le dire. Mais ouais, bah vas-y Rémi, continue à nous décrire cette merveilleuse scène d'action. Ouais, donc elle s'enfuit pour attirer les vampires avec elle, parce que du coup, ils sont à la recherche de Bichette. Mais on a Marcel qui essaye d'aider, donc il va affronter Benoît le vampire, puisque du coup Benoît est toujours en mode mais mec, je vais te transformer, comme ça après on va pouvoir faire un groupe tous les deux, on va faire un orchestre. Et c'est en mode mais qu'est-ce qui... Enfin, encore une fois, ok, c'est quoi ces dialogues, mais bon, peu importe. Et surtout, il est en mode ouais, t'as plus envie de traîner avec nous, tu traînes avec ces grognasses, machin, enfin bref. Donc même mort, Benoît est toujours un énorme connard sexiste. Donc voilà, ça rend plus facile les choses quand on le tue. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Mais bon, bref, encore une fois, Luc Perry était là pour son physique et pas pour sa capacité en termes d'action. Donc, absolument nul à chier ce qui se passe. En attendant, t'as Bichette qui affronte Pee Wee Herman. Ça se met des coups dans la gueule. Il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, on a Rutger Hauer qui arrive, donc Lotus, avec entrée en mode violon. Donc, le niveau subtilité, on n'y est plus. Hein. Enfin, ça fait déjà un moment qu'on n'y est plus. Mais là, ok. Mais de toute façon, même les personnages du coup, se regardent d'un air de dire quoi. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Et du coup, Bichette profite, parce que du coup, elle va planter Pee Wee Herman, qui nous offre... Alors, on a parlé de la mort de Donald Sutherland, qui s'en bat les couilles. Oh là là. Je préfère quelqu'un qui s'en bat les couilles que quelqu'un qui meurt comme Pee Wee Herman dans ce film. Puisque là, il meurt, et c'est un truc, encore une fois, c'est clairement une tentative de faire une vanne, mais c'est juste insupportable. Parce que du coup, il meurt hyper longtemps, et il fait des gestes et des cris genre «
ah, ah, oh, ah, et il prend des poses différentes et compagnie. Enfin, vraiment, c'est nul. C'est pas drôle. Et malheureusement, spoiler, ça va être la scène de post-générique. Où on a d'autres cris de Pee-wee. Donc vraiment, ils ont dû trouver ça hilarant. Et alors, voilà, chacun voit l'humour où il veut, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, quand on regardait le film, il n'y a pas eu beaucoup de rire sur cette scène. Oh, Néo, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, c'était très long. C'était très long comme mort. Trop long. Donc, du coup, l'affrontement final. Lotos Bichette. Et Bichette utilise donc les symboles de la croix, le christianisme, mais ça ne marche pas dans cet univers-là, puisqu'on a certaines règles qui marchent et pas d'autres. Voilà, comme les choses sont pas expliquées, c'est très facile. Mais elle utilise la croix qu'elle va enflammer, pour ensuite utiliser sa laque à cheveux pour brûler le visage de Rutger Hauer, qui va nous offrir un effet spécial visuellement absolument dégueulasse. Donc ça, c'est cool. Et c'est là qu'après, du coup, c'est la foire à la saucisse, hein, à ce moment-là. Les blagues sont éclatées au sol. Donc on a le CPE qui distribue des heures de colle. On a Lotos qui peut à 50 occasions de tuer Bichette, mais il le fait pas. Et au final, encore des galipettes et compagnie. Bichette finit par tuer Lotos. Et son dernier mot, oups, et il tombe. Voilà. Et voilà. C'est super. Et du coup, c'était super. Voilà, c'était super. Donc Bichette et Marcel s'en vont en moto. Fin du film. Et après, c'est là où on a des répliques, genre sur post-événement, on va dire, où t'as des journalistes qui interrogent un peu ce qui s'est passé et compagnie. Et vraiment, t'as des dialogues, encore une fois, qui... Là, il y avait... on a remarqué une réplique qui nous a fait un peu sourire, effectivement, qui était... ils avaient des chaînes, ils voulaient battre tout le monde, et ils avaient ce regard qu'on ne retrouve que chez les animaux. Je parie que c'était des jeunes républicains. C'est bon. Ah oui, mais j'ai pas... Oh, cette balle perdue. Celle-là, elle était gratuite, et je suis en mode... Allez, celle-là, je l'accepte. Celle-là, je la prends. Meilleur dialogue c'était d'une pendant le beauté. générique de fin. C'est quand même cool. Voilà, je t'accorde une vanne acceptée, Buffy. Bon, effectivement, c'était pendant le générique de fin. Mais celle-ci, elle passe la VAR. C'est bon, elle est acceptée. Et c'est donc la fin du film. Ouais. Ouais. Alors, Erwan, toi d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du film pour nos auditrices et auditeurs? Et est-ce que tu conseillerais un visionnage de Buffy, tueuse de vampires, et non pas Buffy contre les vampires? Ouais, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film vraiment? C'est quand même une sacrée daube, hein. Alors, comme on a dit au tout début, effectivement, heureusement que la VF est là. Parce que si la VF n'était pas là, je pense que ce film premier degré serait encore plus long. Parce que il n'y a rien qui aide, malheureusement, à passer un bon moment devant le film. Donc la VF et son côté décalé, plus les scènes, certaines un peu hallucinantes, d'autres m'étaient déjà dépassées dans les années 90, honnêtement. Mais bon, moi je l'ai vu tout seul parce que mais quelle idée à la con. Mais franchement, je pense le regarder à plusieurs, surtout si on est dans plusieurs et qu'il y en a un qui est fan de Buffy mais qui ne connaît pas le film, je pense que ça peut être drôle pour lui provoquer des chocs mentaux. Ouais. Vraiment dans le sens où t'aimes Buffy contre les vampires? Ouais, j'adore. Tiens, on va regarder ce film. Et s'il ne connaît pas ce film, je pense que c'est là où ça sera encore plus drôle, parce que c'est tout le côté choc mental qu'il va y avoir derrière, et ça où tu vas passer une bonne soirée. Donc je le conseille effectivement, si vous, entre potes, s'il y en a un qui adore Buffy contre les vampires. C'est du pur sadisme en fait. Hein. Ah mais c'est ce qu'on fait de base, Oui, c'est ce que fait c'est quoi Rémi le en but proposant du podcast, 4 par de cette exemple. équipe là, ou si c'est pas le sadisme, qu'est-ce que ça peut être? Moi je me rappelle d'une soirée où on était 4 chez Rémi à regarder 4, et il y en a un qui était heureux et 3 en dépression. Oui. Voilà quoi. Pour ma défense, j'avais bu. Oui, nous aussi pour supporter le film. C'est vrai, ça aidait. Mais voilà, moi, dans cette optique-là, c'est comme ça que je conseillerais Buffy contre les vampires.
Très bien. C'est très spécifique, donc effectivement, il faut un peu de contexte pour ce film. Je vais un peu te rejoindre, où je pense que... Alors, globalement, le problème, c'est qu'il est quand même très long, pour 1h22. Donc, je pense que ce serait plutôt parfait d'avoir quelques scènes en réserve pour faire des cuts ou une petite pause entre deux films. Tu vois, tu prends quelques scènes que t'aimes bien, typiquement celles où on donne les prénoms, ce genre de choses, les prénoms bien français, tu vois, et quelques scènes nulles. Voilà, ça c'est parfait à ce moment-là. Mais le film en lui-même, même s'il dure qu'1h22, donc il est très court, mais il réussit à être quand même mentalement très long. Donc définitivement déjà pas tout seul. Oui, peut-être effectivement avec une fan de la série pour faire un peu ce côté complétiste. Voilà, faut que tu regardes le film, t'as pas le choix. Sinon, t'es pas vraiment un fan de Buffy, enfin de Bichette. Donc, du coup, voilà, à ce moment-là, ça peut être drôle de voir comment ils réagissent. Mais sinon, moi, pour ma part, je trouve que c'est quand même un peu trop long pour son bien pour que je puisse définitivement le conseiller. Et donc toi Elodie, vu que c'était toi qui as choisi le film, qu'est-ce que tu en as pensé après l'avoir revu là pour l'occasion? Est-ce que tu regrettes ton choix? Bah non. Je trouve ça plutôt intéressant de voir ça, puis je vais avoir vos avis aussi, bon, sachant que j'ai à peu près le même que vous, hein, c'est complètement nul, hein, faut pas avoir peur des mots, et ça prouve que justement si l'idée de base est plutôt cool et la série télé le prouvera, bah là pour le coup avec le film l'exécution est complètement nulle, les acteurs soit ils cabotinent ou ils se font chier ouvertement. Les combats, c'est mou, on s'emmerde. Puis parfois, c'est même une démonstration de GRS avec des acrobaties inutiles, mais ça va pas plus loin. Les costumes des vampires sont kitsch à mourir. Enfin voilà, il y a vraiment rien qui va. C'est même un film plutôt assez basique, quoi. Il y a rien de très qui sort de l'ordinaire, à part justement les dialogues et cette VF complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est ça qui fait tout le sel, et vraiment aucune idée de pourquoi les adaptateurs VF ont choisi de faire ça. Mais sans ça et sans le rapport à la série culte, à mon avis, ce film aurait été complètement oublié et personne ne s'en souviendrait. Déjà comme ça, rares sont les gens qui s'en souviennent. Donc, moi, est-ce que je le conseillerais ? Justement, je dirais oui pour les fans de la série, histoire d'être complétiste et de voir de où on est parti. Et c'est vrai que je trouve ça quand même assez intéressant de voir qu'avec une même idée de base, on arrive à un résultat assez différent pour le coup. Bon, attention, hein, la série télé, elle aussi, elle avait des moments what the fuck et kitsch. Je me rappelle d'un épisode de la saison 4 avec cette bière, quand les gens la boivent, ils la transforment en homme de Cro-Magnon. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, voilà, on n'est pas complètement éloigné. Il y a des épisodes à la plus. con dans la série, hein, de base. Hein, ah ouais, faut le dire. Et là, même des saisons à la con. Là, pour le coup, dans le film, il n'y a vraiment rien qui va. Toutes les idées qui pourraient apporter un peu de profondeur au film sont balayées par un dialogue pourri ou par un gars qui tombe à plat. Et paradoxalement, ça en devient drôle par moment. Donc, pour les fans de la série, ouais, ça peut être intéressant. Pour les non-fans de la série, ouais, non. À moins que ça vous intéresserait de voir le casting assez improbable et les débuts à l'écran de certaines stars actuelles. Mais bon, ça, à la limite, vous pouvez vous contenter d'une des nombreuses vidéos qu'il y a sur le sujet ou des compiles d'extraits, comme tu disais, c'est amplement suffisant. Enfin, en tout cas, si vous voulez le voir, il vaut mieux savoir où vous mettez les pieds avant, histoire de ne pas vous faire trop mal, quoi. Donc, voilà. Très bien. Définitivement pas merci, je peux le dire. Mais je vous en prie. Mais bon, pour les trucs d'Halloween, c'était un peu le thème. De toute façon, si c'était pas toi qui avait fait un film un peu d'horreur nul, ça aurait été moi. Donc, définitivement, chacun il fallait bien qu'on le fasse. Voilà, donc c'est bien. Et puis, de toute façon, janvier approche très vite, donc le nouveau Nil Breen arrivera très vite aussi. Mon Dieu. Mais avant, en termes de trucs à thème, on aura le film horrible de Noël à traiter comme chaque année. Du coup,
parlons-en justement. Profitons-en un petit peu d'actualité. Donc ça va être très bientôt possible sur... vous pourrez nous le dire en commentaire sur cet épisode-là, mais la façon la plus simple pour qu'on soit sûr de voir votre proposition serait de rejoindre dans notre Discord, puisque à chaque fin d'année, nous laissons les auditeurs et auditrices choisir quel film on va s'infliger. Donc du coup, c'est voilà, chacun fait ses propositions et après on prend parmi les propositions pour voir quel est le film le plus pas le plus Adéquat. violent qu'on va dire, mais parmi les plus violents, parce que définitivement voilà, les chats aventuriers de Noël, les mousquetaires, enfin ce genre de choses, ça a été Les chiens mousquetaires. les chiens c'est- mousquetaires, voilà, ça vient des auditeurs et auditrices qu'on ne remercie pas à ce moment-là, bien Non. sûr. Mais donc voilà, vous avez bientôt... Surtout Jason, qui Sur- à chaque fois il a un ressenti, il pense que c'est une attaque contre lui. Ouais, Moi je trouve ça toujours très beau. mais vraiment, c'est là qu'on se dit qu'effectivement la démocratie n'est pas toujours une bonne solution, définitivement. Mais bon, on joue le jeu, donc définitivement n'hésitez pas de ce côté-là. Alors si tout va bien, on va essayer de refaire donc l'épisode qu'on avait prévu de base avec les copains de l'Entre-deux la Peur. Mais ce sera en termes de... Si c'est pas là, ce sera en début d'année 2026 au pire. On verra bien. Sinon, de toute façon, on aura bien l'occasion de faire autre chose. Vous inquiétez pas, c'est pas comme si on manquait de films. Dans notre besace, on a plein de choses. Donc vous inquiétez pas. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous proposer, commencer à nous parler de vos propositions pour le film de Noël. Et on verra ce à quoi on va s'infliger. Mais merci d'être de plus en plus nombreux à écouter nos bêtises, bien sûr. J'ai récemment eu accès aux chiffres sur d'autres plateformes que YouTube et les scores étaient bien plus énormes que ce que je ne pensais. Donc vraiment... Genre plus de 2. non, genre de 2000. Donc, Ah, oui. ouais, non. Ouais, ouais, ouais. Ah, On ça nous a, fout la pression du coup. Ah, Ouais, tout à fait. Oh, Non, donc du coup, effectivement, c'est vrai que ça a été surprenant. Donc, du coup, bah merci à vous, en tout cas. Ça fait vraiment gros plaisir. Et puis, on continue, on est là, on est chaud. Va peut-être falloir qu'on essaie de se caler en avril pour aller à Liège, pour aller au Nanar Liège aussi. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on y va? Donc plein de choses, On essaye toujours de un peu se diversifier aussi, de pas faire que des épisodes normaux. Voilà, vous avez vu, on a fait pas mal d'épisodes hors série, notamment cet été, on a parlé de Goop ou ce genre de choses. Donc on essaie vraiment de trouver le nanar, l'esprit du nanar un peu partout, quoi, et pas que dans le cinéma. Donc on espère que ça vous plaît. Et en tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à continuer. Donc j'espère que vous continuerez à nous suivre dans cette aventure. Super. Encore un joyeux anniversaire à Elodie. Alors, ça aura Merci. eu quelques jours à ce moment-là quand l'épisode sera sorti. Mais c'est très récent, donc n'hésitez pas aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à Elodie, que je remercie vraiment particulièrement parce que c'est elle qui fait toutes les miniatures sur nos épisodes depuis Carnosaur. Donc ça fait un petit moment maintenant et vraiment c'est toujours de la grande qualité. Merci. Tout à fait. C'est pas ironique du tout. En vrai, je trouve que nos miniatures elles sont vraiment trop cool. Donc vraiment un énorme bravo à toi pour ce que tu fais. Ça fait et un énorme merci aussi. Donc voilà, très content de t'avoir avec nous. Bah, merci, ça me fait plaisir. Je m'éclate à faire les miniatures, donc ça me fait vraiment Bah, plaisir. Parfait. Et ben écoutez, sur ce, on peut vous dire à la prochaine. Salut, bisous. Thank you.